Voilà, en fait, c'était il y a 80 ans, hein, 80 ans jour pour jour. Il devait y avoir un peu plus de camions militaires et qui n'étaient pas des camions, qui étaient des camions des Allemands. Donc Pierre Voris et son frère le plus jeune, Paul, donc se dirigeaient dans ce sens-là pour aller sur le village de La Martine récupérer une paire de bœufs. Et donc c'était en milieu de matinée, ça. Ils ont entendu les camions qui remontaient de Billon, les camions des nazis qui remontaient des Billons. Pierre a voulu fuir, hein, d'après ce qu'on connaît de l'histoire. Pierre a voulu fuir, s'enfuir certainement dans le ruisseau, au travers des bois, parce que lui, il revenait il avait été interné en Suisse, donc il ne voulait pas se faire reprendre. Donc les Allemands ont poursuivi Pierre, ont mitraillé son frère Paul, notre père, voilà, puisque j'ai mon frère, mes deux sœurs qui sont là aujourd'hui, et notre père, donc, lui en a profité pour fuir, il a sauté du camion, il a fui par un sentier qui était ici, qui s'appelait le sentier de l'enfer. Donc ils lui ont tiré dessus, mais il a bénéficié de la présence du brouillard ce jour-là. Des fois, ça peut aider, le brouillard. Donc il a fui par ce sentier de l'enfer-là jusqu'au village de Jala. Il a été blessé à la cuisse gauche, il a reçu une balle à la cuisse gauche. Lucien, c'est Ali, ici présent, qui habitait le village de Léra à l'époque, se souvient très bien. Il me l'a souvent dit, avoir entendu la mitraille le matin et qui se doutait, bon, à son âge, qu'il se passait quelque chose, voilà. Et puis Pierre, ils l'ont abattu ici. Et puis il a reçu le coup de grâce, puisque quand ils ont découvert son corps, il avait une balle à bout portant dans la tête. Donc voilà comment sa vie s'en est terminée. Il a été placé là sur le pont, éveillé par son père toute la journée. Notre père, leur père à eux, notre grand-père. Voilà, et c'est un voisin du village de Serves qui est venu récupérer son corps après dans un tombereau. Voilà comment s'est terminée cette sinistre histoire. Et c'est certainement sur cette route-là qui était le premier mort, peut-être, de la rafle de Billon. Voilà, tué sur place. Bien sûr. Relevez drapeau. Drapeau, bas. Pierre Voris. Mort pour la France. On a le sourire aujourd'hui, mais il y a 80 ans, c'était pas le sourire. Lorsque les chefs du maquis, Antoine Lorca ou Émile Coulodon, venaient, ils logeaient chez les Chavarot ou chez les Gouin. Ceux-ci faisaient partie de l'équipe de résistants. Les nuits de parachutage, ils aidaient à récupérer les conteneurs avec les voisins. François Vore a la malchance de vouloir cacher un revolver. Il est pris avec une arme à la main. Les enfants Chavarot, Paulette, Jean, Raymond, Roger et leur grand-mère Antonine ont été surveillés, mitraillettes braquées sur eux toute la matinée du 16 décembre. Pendant cela, la mère Simone assiste à la fouille de la maison. Ce jour-là, 16 décembre 1943, sont arrêtés. Fernand Chavarot est déporté à Fossenburg. Il meurt après le 8 mai 1945 dans un hôpital en Tchécoslovaquie à Theresienstadt. Il avait 36 ans. Roger Gruin est déporté. Il meurt en mars 1944 à Fossenburg à 39 ans. François Vore est fusillé au stand de tir du 92 à Clermont-Ferrand le 20 décembre 1943 à 77 ans. Marcel Pointu est tué le 16 décembre 1943 au château de la Chaux-Mongros à l'âge de 36 ans. Fernand Chavarot. Mort pour la France. Roger Gruin. Mort pour la France. François Vore.
Mort pour la France. Marcel Pointu. Mort pour la France. Dépôt de gerbes. Aux morts. Relevé drapeau. La cérémonie est terminée, je vous remercie. Et on monte au monument aux morts d'Isserteaux. Nous sommes le 16 décembre 2023. Donc 80 ans se sont écoulés depuis ce tragique 16 décembre 1943. Ce jour-là, une horde de nazis et de miliciens s'abattait sur notre commune d'Isserteaux et celle d'alentour. Dans cette assemblée, peu d'entre nous ont connu cette triste période. Cependant, les gens de mon âge en ont pratiquement tous entendu parler par leur entourage. C'est maintenant à notre tour de transmettre ce triste souvenir afin que nos jeunes comprennent l'immense sacrifice consenti par nos anciens pour que nous puissions vivre libres. Ces patriotes représentaient toutes les tranches d'âge de la société. Ils avaient entre 18 et 77 ans. Maintenant, je vais reprendre quelques paroles du chant que nous avons écouté en début de commémoration. Le vent passe sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera, nous rentrerons dans l'ombre. Non, nous ne vous oublierons pas. Non, vous ne rentrerez pas dans l'ombre. Nous continuerons inlassablement à commémorer votre mémoire et entretenir les lieux de souvenir. Nous ne pouvons terminer cette cérémonie sans avoir également une pensée pour toutes les personnes qui ont été déportées au cours de cette triste journée. Restons vigilants, chers amis, car la bête immonde rôde toujours de par le monde. Nous allons maintenant observer une minute de silence à la mémoire donc de François Vaure, Alexis Couder, René Couder, Robert Couder, Fernand Chavarot, Roger Gruin, Marcel Pointu, Armand Merle et Jean Perrin. Drapeau. Garde-vous. Dépôt de gerbes. Merci. Aux morts. Nous sommes au troisième rendez-vous sur la commune d'Isserteaux. Et je voudrais passer la parole à Mireille Couder, qui est la petite fille d'Alexis Couder. Donc je suis la petite fille d'Alexis ainsi que ma cousine Flora et Jean-Baptiste donc est l'arrière-petit-fils d'Alexis. Alors si vous le permettez, je vais vous livrer l'histoire de ma grand-mère avec ces mots, mais je ferai un résumé de cette journée du 16 décembre 1943 parce qu'elle est assez longue. Alors au petit matin de ce jeudi 16 décembre 1943, Alexis et ma grand-mère sont dans la maison. Les enfants dorment. Tout à coup, des coups de fusil lointains les font tressaillir. D'autres coups de fusil retentissent. Elle dit non, ce n'est pas possible. Les Allemands sont à Isserteaux. Ils s'approchent du village. Alors, sans perdre un instant, Alexis, donc le grand-père, saisit les baïonnettes dans la cuisine, accrochées au mur, et file les cacher dans la grange à foin. Il en ressort chargé d'une brassée de foin pour ses bêtes. Mais tout arrive très très vite. Les Allemands sont déjà là. Un coup de feu part. Alexis tombe, blessé à la jambe. Elle me dit, les Boches sont très nombreux. Alexis ne peut plus rien faire. Des Allemands pénètrent dans la maison en criant « Raoust, Raoust !» Alors réveillés et apeurés par ces cris, les 4 grands, Jojo 12 ans, Armand 11 ans, Aimé 9 ans, Lucien 5 ans, sortent de leur lit et se précipitent vers leur maman.
les Allemands, fusil en main, poussent Madame Couder, donc ma grand-mère, dehors. Elle a juste le temps de prendre dans son berceau son dernier, Jantou, 15 mois. Ils sont tous dehors, tremblants de peur, de froid. Les petits gars ne sont couverts que d'une chemise et d'une culotte courte. Ils se serrent tous contre la grand-mère, donc leur maman. « Maman, maman, j'ai peur ». Elle essaie de les calmer, de les rassurer. Elle n'oubliera jamais ces moments-là. Le village est encerclé par les Allemands. D'autres coups de fusil retentissent. Cette matinée n'en finit pas. Vers 13h, les Allemands lui permettent de regagner la maison. Mais quelle maison elle retrouve? Les placards sont ouverts. Le pain et les minces réserves ne sont plus là. Seules des pommes de terre restent sur son fourneau. Des grains de riz sont éparpillés dans toute la pièce. Les lits, qui étaient en paille d'orge et d'avoine, sont éventrés. Elle respire profondément, elle ferme les yeux, elle doit calmer ses garçons. Elle s'approche d'eux, les rassure et dédramatise la situation. Puis, elle allume le feu pour les réchauffer et leur donne ses pommes de terre, tout ce qu'il reste. Pendant ce temps, des Allemands ont transporté Alexis dans l'écurie. Elle essaie de l'apercevoir par un petit trou du plancher. Elle essaie de parler tout doucement afin que les soldats ne l'entendent pas. Il est blessé à la jambe et il souffre. Elle essaie de le réconforter. Impossible d'aller le voir, les Allemands sont devant la porte. Vers 15h30, des Allemands viennent faire un pansement sommaire à Alexis. Elle l'entend crier de douleur. Vers 18h, 2 résistants de Gag, sous l'ordre et les fusils des soldats, chargent Alexis dans un camion militaire. Puis vient le départ. C'est horrible, elle ne peut rien faire. Je ne peux rien faire que regarder Alexis et les autres partir. Partir pour toujours. Pas de nouvelles, pas de lettres, pas de signes de vie, rien. Alors la lutte commence pour le retrouver. Elle envoie une lettre à son oncle Pierre Prulière afin qu'il fasse des recherches dans les hôpitaux. Il participait à la Croix-Rouge. Après plusieurs jours de recherche, la réponse se révèle négative. Aucun homme blessé à la jambe répond au nom de Couder Alexis. Elle s'arme de courage et seule se rend à Roya, dans le bureau de l'état-major, afin d'obtenir des informations sur la disparition de son mari. Elle se confronte à un officier allemand qui, par ses paroles et son comportement, la paralyse de peur. Personne ne sait où se trouve Alexis. Toutes ses recherches et ses questions restent sans réponse. Des jours et des semaines passent, toujours sans nouvelles. Toutes ses pensées sont près de son mari. Le doute, la peur, l'inquiétude s'entrechoquent dans sa tête. Les mois de janvier et de février s'écoulent aussi. L'attente devient insupportable. Jusqu'au 4 mars 1944. Un agriculteur découvre un corps dans un champ sous un tas de fans de pommes de terre à chat. Le décès semble remonter à 2 mois environ. L'homme ne porte aucune pièce d'identité. Monsieur Fournier-Roger, au courant des recherches de Mme Couder, fait le rapprochement entre le corps et Alexis. Elle est rapidement informée de cette découverte et conduite par Mme Delanglade, elle se rend à la mairie de Chat où on lui demande de reconnaître un briquet, un couteau, un porte-monnaie et un fragment de tissu. Et là, sans aucun doute, toutes ces affaires appartiennent à Alexis. Toutes ces réponses sont là, sous ses yeux. Il ne faut pas chercher ailleurs, c'est horrible, c'est difficile. Plus d'espoir de retour, Alexis est mort. Elle n'a pas vu Alexis car son corps était en état de décomposition trop avancé. Alexis a été enterré au cimetière de Chat. Puis, à la libération de la France, elle a demandé qu'une levée du corps soit faite afin qu'Alexis se repose à Issertot, son village natal. Cette perte terrible la blessera à vie. Commune d'Issertot, un groupe de résistants vient s'installer avec des armes. Il participe au parachutage. Il sort surtout le soir. Puis un matin, le jeudi 16 décembre 1943, vers 9h, des coups de feu provenant de la route retentissent dans tout le village. Un barrage de soldats armés de mitraillettes
est établi au-dessus du village. Impossible de s'échapper sans être tué. De tous côtés partent des rafales de balles. C'est un piège. Des blindés, des automitrailleuses, des camionnettes remplies d'Allemands, ainsi que la police envahissent tout le village. Les frères Coudert, René, Robert et Marcel, ainsi que 2 résistants, Marius Jean Perrin, Roger Ostwald, sont conduits au dépôt d'armes situé dans une cave au lieu-dit Les Roches. Une maison abandonnée. Arrivés au dépôt d'armes, les 3 frères et les 2 résistants sont obligés de charger les armes dans les camions. C'est un travail pénible. Il faut gravir une pente raide pour atteindre le chemin. Cela dure toute la journée jusqu'à environ 17 heures. Les maisons sont fouillées, des armoires vidées, linge, nourriture, argent, bijoux, volailles emportées. Découverts alors qu'ils s'étaient cachés et exécutés, les frères Coudert sont arrêtés. Albert René, donc 23 ans, est fusillé le 20 décembre 1943 au stand de tir du 92 à Clermont-Ferrand. Robert, 18 ans, est mort en déportation le 20 juillet 1944 à Fossenbourg. Marcel, 15 ans, est emmené à la prison du 92, puis relâché au bout de 5 semaines. L'oncle, Alexis Coudert, est blessé lors de l'encerclement de hameau, puis le soir emmené, il est achevé, enfoui sous des fans de pommes de terre. Son corps est retrouvé en mars 1944, près de Chats. Jean Perrin, vous êtes ici près de la maison occupée par l'équipe de permanence de récupération des parachutages, un petit peu plus bas, là, de l'armée secrète et du 1er corps franc d'Auvergne. Cette équipe vivait en horaire décalé, active la nuit et dormant une partie du jour. Parmi eux se trouvait Marius Jean Perrin, né le 26 décembre 1892 à Arlan-Puy-de-Dôme. Il cachait ses convictions communistes. Il était militant du mouvement franc-tireur. Après l'attaque du maquis d'Arlan, dont il est un des initiateurs, il intègre le 1er corps franc d'Auvergne et s'occupe à Gag des parachutages. Pour réparer l'injustice de l'absence de matériel parachuté par les Alliés à destination des maquis FTP, il prélevait des armes reçues pour les leur faire attribuer. Fait prisonnier lors de la rafle de Gag d'Isarto le 16 décembre 1943, Marius Perrin est fusillé le 20 décembre 1943 au stand de tir du 92 comme René Albert Coudert, également de Gag. Il avait 51 ans. Marius Perrin a reçu la médaille de la résistance à titre posthume en 1947. Dépôt de Gerbes. Relever le drapeau. Nous avons une pensée pour Alexis Coudert, mort pour la France. René Coudert, mort pour la France. Robert Coudert, mort pour la France. Armand Merle, mort pour la France. Je vous remercie. Le 16 décembre 1943, une colonne de l'image de celle dont on connaît à l'époque la triste réputation se dirige vers le château de la Chaux-Bongrand, où, au pied des tours majestueuses ornées de briques roses, semble régner un calme parfait. La rafle du 16 décembre est en cours. La visite à la Chaux n'est pas un hasard. Il y aurait tant de choses à dire sur ces événements, sur le courage et sur le dévouement de certains, sur le comportement et sur la barbarie d'autres. Tant de choses dites, redites, tant de choses qu'il ne faut pas oublier, trop de choses qui font qu'en ce lieu, aujourd'hui, seul et simplement le cœur doit parler. Effectivement, en 1943, dans le secteur d'Adrien Jaffeux, tout est simple.
Il a choisi son camp. Plus exactement, il n'a pas choisi car pour lui, il n'y a pas d'alternative. Il ne se pose même pas la question. La ferme des Jaffeux, à quelques pas d'ici, est un havre de discrétion. Ainsi, on y passe, on y cache, on s'y cache, on y séjourne, on discute. La convivialité, en plus, on y mange et on y dort. On connaît les risques, mais on n'hésite pas. Joseph Pointu, bon artisan charron et du pays, d'un village de la commune voisine, la Baraque Haute, où la résistance est active. Il charronne au château pour Jaffeux. Il saute sur le mur d'enceinte du château, c'est ici d'ailleurs, et il est lâchement abattu et abandonné. Pratiquement ici, à l'endroit même où nous nous sommes et où nous nous trouvons aujourd'hui. L'OICR, caché dans le bois, entend des coups de feu. Se sentant un peu responsable de la situation, a-t-il voulu voir ce qui se passait? Il s'approche de la ferme et il est lui aussi lâchement abattu par les nazis. Adrien Jaffeux est alors arrêté, conduit au 92e régiment d'infanterie à Clermont-Ferrand, où il sera torturé et fusillé 4 jours plus tard, le 20 décembre 1943. Aujourd'hui, nous rendons hommage au courage de ces hommes à qui nous devons notre liberté, mais aussi à celles et à ceux qui se sont retrouvés seuls dans la peine et la douleur. La plaque fixée ici marque d'une manière indélébile sur ce site exceptionnel, de plus en plus fréquenté, le souvenir de ces vies fauchées et ravies qui firent l'honneur de la France. La commune de Salède assume son devoir de mémoire et votre présence ici est une façon, comme une autre, de rappeler plus fort que jamais que parmi nos missions essentielles figure aujourd'hui celle de conduire notre jeunesse à la réflexion face à la résurgence des conflits nazis. Pour terminer, j'évoquerai le poème de Paul Éluard qui appelle de ses voeux. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et sur les arbres et sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. En mémoire de tous les morts pour la France, je demande 1 minute de silence. Aux morts. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Drapeau bas. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers,
camarades.